Parfait, on peut commencer. L'entreprise, le podcast qui partage le ressenti des jeunes face à leur projet d'entrepreneuriat. Un podcast présenté par Manon. Venant d'une famille d'agriculteurs, j'ai toujours vécu avec un esprit entrepreneur. Surtout quand on a plusieurs origines, en fait, on se rend compte que tout est possible parce que dans d'autres pays, on se rend compte qu'en fait, il y a d'autres manières de travailler et d'autres manières d'entreprendre. Aujourd'hui, je parle de la culture d'entrepreneuriat avec Betty. Donc Betty, je te laisse te présenter. Je m'appelle Betty, j'ai 39 ans, je suis de la région parisienne. Quant à mon parcours professionnel, j'ai commencé en qualité d'assistante de chargée d'études et média planeuse chez Havas. Et ensuite, j'ai eu une carrière de 20 ans autour de la communication 360. Donc, j'ai eu l'occasion d'exercer dans des différentes entreprises telles que des TPE, des PME, des associations, etc. Et depuis 6 ans, je suis entrepreneuse et intervenante en école. Donc, j'ai un profil plutôt classique. Est-ce que tu as vécu à l'étranger ? Quelles sont tes origines ? Parce que c'est vrai que le sujet d'aujourd'hui, c'est vachement l'interculturalité au niveau international, mais aussi dans notre propre pays, de là d'où on vient, on n'a pas forcément les mêmes cultures. Je n'ai pas vécu à l'étranger, moi je suis d'origine haïtienne, et il est vrai qu'au sein des foyers, de toute façon, on est plus ou moins à 50% à l'étranger. Dès lors où tu rentres de l'école, tu arrives dans une culture totalement différente de celle que te proposent les administrations françaises. Donc je n'ai pas vécu à l'étranger, mais j'ai été au contact d'un public étranger toute ma vie, un public haïtien à la première partie de ma vie bien évidemment, mais aussi un public américain. Et ensuite, ma curiosité naturelle et mon envie d'en savoir plus sur l'humain m'a poussée à connaître beaucoup de professionnels, d'amis, de connaissances à l'étranger. Mais ça c'est super intéressant de voir justement comment est-ce que les autres cultures travaillent aussi ? Peut-être que tu l'as vu dans ton parcours professionnel. Complètement. Moi, du coup, venant d'une famille néerlandaise, je le vois tout le temps. En plus, on est agriculteur, donc c'est forcément des profils très entrepreneurs. Et ça, c'est sûr que c'est des valeurs qu'on nous inculque depuis tout petit. Et ça joue énormément sur notre avenir aussi. En observant un petit peu, moi, mes copines françaises, qui ont des familles vraiment franco-françaises, on n'a pas forcément les mêmes cultures, les mêmes façons de faire. On n'a pas la même dynamique, déjà complètement. d'entrée. On n'a pas la même dynamique de pensée, on n'a pas la même dynamique d'action. Dès lors où tu as eu un schéma matriarcal bien souvent, moi je trouve. Si tu veux, moi j'ai eu le modèle d'une mère qui se levait tous les matins pour aller bosser très tôt le matin. Ça compte aussi la temporalité de ce qu'on voit quand on est petit. M'a poussé déjà à suivre cet exemple et on a cette éducation à l'effort, si tu veux, tu vois. L'effort d'en savoir un peu plus, de comprendre aussi pourquoi on fait les choses. Donc je te rejoins totalement dans cette façon de vivre les choses, tu vois, mais aussi de les voir d'un point de vue extérieur. Et comment toi, tu as vécu du coup ton enfance par rapport aux autres enfants qui étaient, tu étais peut-être entouré de 100% français. Comment est-ce que tu as vécu peut-être cette différence de culture ? Parce que moi, je l'ai vécu vraiment au collège, à la primaire. C'était pas forcément compliqué de s'intégrer parce qu'on a la chance d'être européen et donc ça reste des pays occidentaux et à peu près la même culture. Mais dans la manière de faire, c'était complètement différent. Et tout le monde me disait « Mais pourquoi tu fais ça ? Tes parents, ils travaillent tout le temps, vous partez jamais en vacances ?» Non, pour le coup. Toi, comment tu l'as vécu, du coup, cette différence ? Je suis attentive à ce que tu me dis, c'est assez drôle parce que à des milieux sociaux différents, on a plus ou moins vécu la même chose. Moi, petite, on a eu une vie un petit peu chahutée familialement parlant, et j'ai beaucoup déménagé. Ce qui a, je pense aussi, suscité mon intérêt pour aller vers l'autre à chaque fois, tu vois. Donc, si tu veux, moi, j'ai baigné et dans un univers très street, entre guillemets, très cité, mais aussi dans un univers, arrivé au collège, un peu plus guindé, un peu plus bourgeois. Et c'est là où ton instinct de survie presque prend le dessus, parce que tu as besoin finalement de t'accorder à la meute, tu vois, au groupe, au collectif, mais en même temps tu as besoin de te différencier, mais quoi que tu fasses,
on te différencie par défaut, de par ton statut social, etc. Ou de par tes compétences aussi, tu vois. Par exemple, en cité, c'est la petite anecdote assez drôle, moi, on pouvait m'appeler Claire Chazal, parce que j'avais cette façon, cette résilience d'aller à la bibliothèque, de lire des bouquins, et de ne pas rester dehors à ne rien faire ou autre, tu vois. Alors qu'à Montmorency, bon, Montmorency, Enghien-les-Bains, c'est plutôt guindé. On pouvait peut-être me percevoir comme la pauvre ou comme la fille qui a des grandes difficultés. Et puis tu sais que moi, en plus, il y a un parcours de vie intellectuel, physique, social. Donc on pouvait aussi me classer dans ces fameuses cases qu'on ne veut pas, finalement, tu vois. Et comment tu grandis avec ça? Quand tu nous racontes ça, t'es encore qu'une enfant, peut-être, en primaire. Bien sûr. Comment est-ce que tu grandis avec le monde extérieur, ce que tu vis à la maison, tes déménagements, parce que forcément ça influe ton parcours professionnel après aussi, comme tu l'as dit, l'ouverture aux autres, le fait de s'adapter, etc. Comment tu l'as ressenti? J'étais plutôt visionnaire. J'ai aimé rêver quand j'étais petite. Ouais. J'ai aimé rêver de la maison que j'ai aujourd'hui. J'ai aimé rêver du métier que je fais aussi. Ouais. Et du coup, cette façon de m'accrocher à mes rêves, tu sais, quand t'es jeune ou bien après, hein, avant de te coucher, t'as toujours un petit film, une petite série récurrente, tu vois. Et cette série, moi, c'était l'idée de réussir, d'être dans un environnement sain, d'avoir pas forcément une famille, mais d'avoir un climat existentiel qui me permet d'être alignée avec ce que je veux réellement. Et pas ce qu'on m'impose petite, ce climat social difficile, etc. Tu vois. Donc la rêverie, c'est peut-être utopiste, mais ça peut aider à avancer. Et finalement, tu as réussi? Oui, je pense. À mon échelle, hein. On est d'accord. Mais c'est génial de se dire ça, de se dire que les rêves de Betty, petite, sont devenus réalité. Oui. D'un point de vue international, j'ai aussi la chance, à l'âge de 10 ans, j'ai eu la chance de partir aux États-Unis lors d'un échange interculturel, enfin un échange de classe aux États-Unis, et je suis tombée sur une famille très aimante, avec qui 30 ans plus tard, on est toujours en contact. Et le père était le modèle du premier entrepreneur que je voyais, si tu veux. Je l'ai vu travailler de chez lui. Donc pour moi, c'était exceptionnel. Je l'ai vu entreprendre des projets innovants. Il était dans le domaine, il doit être à la retraite, mais dans le domaine de la high-tech. Donc si tu veux, en 1995, c'était quelque chose d'exceptionnel. Malgré le fait que mon anglais était totalement au niveau zéro, on arrivait à se comprendre. Et ça me faisait aussi rêver, ça. Tu vois, ce modèle de personne qui décide d'entreprendre pour changer l'avenir. Il avait déjà cette vision-là, tu comprends? L'entrepreneuriat, tu vois, c'est un peu galvaudé finalement ce terme-là aujourd'hui, parce que tu entreprends déjà pour ton avenir finalement. On est tous entrepreneurs finalement. Ah oui, complètement, oui, du moment où on crée des projets, où on s'engage dans quelque chose, selon moi, on est entrepreneur. C'est ça. Si tu te détaches du numéro de SIRET et de l'URSSAF, finalement, on est tous entrepreneurs. Oui, complètement. Et ça, donc, cet homme que tu as rencontré aux États-Unis, comment tu l'as vu? Est-ce que ça a été ton modèle d'entrepreneuriat? Est-ce que tout de suite tu t'es dit waouh, je veux faire pareil, je veux entreprendre dans ma vie, je veux travailler de chez moi, enfin tu vois, des choses un petit peu futiles quand on a 10 ans, quoi. C'est ça. Mais finalement, est-ce que ça a été un modèle Oui, en fait, ça a été un modèle, oui, totalement. Il a été inspirant tout au long de mon parcours, jusqu'à maintenant d'ailleurs. Je me disais, oui, forcément, j'ai peut-être l'occasion de rester à la maison pour travailler. J'aurai peut-être un jour, qui sait, dans l'avenir, dans un avenir lointain, l'occasion de ne pas avoir de patron. Alors, ça peut être grossier dit comme ça, mais c'est l'idée d'être libre dans sa façon de penser, de créer et de proposer aussi, tu vois. J'avais vraiment cette approche inspirante, et ça a été un fil rouge. Roger, je le nomme. Roger a été ce modèle fil rouge anglo-saxon en plus, donc américain, qui te donne aussi une forme de liberté de penser et d'être, tu vois. Donc ce fil rouge, il a été déterminant. Je pense que si j'étais pas passée par cette étape-là, je ne serais pas dans la com tout court. C'est impressionnant comment une rencontre à l'autre bout du monde peut changer tout ton destin, tout ton avenir. On parle d'un destin, effectivement. À ton jeune âge, quand tu étais aux États-Unis, tu te rendais compte de tout ça? Est-ce que tu te disais waouh, c'est carrément un autre monde, c'est totalement une autre manière de vivre? Oui.
Mais quelle maturité, en vrai. Très certainement lié aux épreuves de la vie aussi, Ouais. je pense, tu vois, très tôt. Mais oui, j'avais conscience qu'il y avait quelque chose à prendre derrière tout ça, tu vois. Je ne suis pas rentrée en France avec une valise vide. Ouais. Tu comprends Ouais. ce que je veux dire? Ouais. Non, j'avais des rêves plein la tête. J'avais envie d'avoir déjà mon premier ordinateur. Tu vois, c'est une expérience qui a été déterminante, mais celle d'après aussi. Ces expériences ont été la continuité de la personne que tu rencontres aujourd'hui quand on est au campus ou autre. Et donc quand t'es rentrée, tu t'es dit papa, maman, frères et sœurs, je veux avoir un ordinateur, je veux entreprendre tout de Non, suite. malheureusement, non. Quand je suis rentrée des États-Unis, j'avais donc 11 ans, 10 ans, 11 ans, sur mon premier voyage. Hein. Et j'étais triste. J'étais triste parce que j'avais aussi conscience qu'en France, on était encore loin, loin, loin derrière eux. J'étais triste aussi parce que et je m'en suis voulu après. Parce que malheureusement, je retournais dans ma condition, tu vois, de vie. Dans ma condition sociale. Aux États-Unis, j'étais dans une maison comme tu peux les voir dans les séries américaines, avec presque, on va parler de la famille parfaite, avec le papa, la maman, qui t'aiment en plus comme leur propre fille. Donc effectivement, il y a eu cette conscientisation aussi que rien n'arrivera par hasard me concernant, tu vois. Je me suis très vite dit que je vais devoir me battre toute ma vie pour obtenir le minimum de mon rêve en fait. Oui. Et ça a été aussi quelque chose une mentalité qui m'a au départ propulsée, au milieu freinée et après envoyée vers la lune, quoi, tu vois. Tout est une question aussi de maturité. Le prolongement de ta maturité te permet d'avancer ou pas, tu vois. T'en as qui stoppent leur maturité à 18 ans par exemple. Oui. Tu veux faire de ça. C'est vrai. C'est vrai. Il n'y a pas d'Eldorado par rapport à l'entrepreneuriat dans le sens où c'est toi qui amènes cet entrepreneuriat quelque part. Donc finalement, si ta personnalité, si ton concept, si ta vision des choses ne va pas dans une vision à long terme, à court terme ou à moyen terme, à destination d'un pays choisi, consciente de choisir ce pays, eh bien, tu n'y arriveras pas, finalement. Et tu reviendras en France déçu du pays. Mais en fait, finalement, ça ne vient pas du pays. Donc, il n'existe pas d'Eldorado. Par contre, en termes de mentalité, j'ai remarqué que les entrepreneurs étrangers, américains, asiatiques, indiens, africains aussi, du continent africain, ont quelque chose qu'on n'a pas nous. Ils ont cette culture de l'encouragement. Tu comprends ? Je pense qu'aux Pays-Bas, tu dois le vivre aussi. Cette culture, ils vont avoir tendance plus à t'encourager qu'à te dénigrer. Oui, ça c'est sûr, Et cette façon de mutualiser ses compétences, son savoir-être, son savoir-faire, et de ne pas justement dénigrer l'autre, plutôt de lui dire « j'ai un axe d'amélioration à te proposer », c'est ce que je retrouve pas forcément ici en France, tu vois. Et ça te dérange pas forcément dans le développement de ton entreprise, justement, de dire est-ce que je suis vraiment à ma place pour entreprendre? Parce que c'est vrai que moi, donc là je reviens d'un stage aux Pays-Bas comme je t'ai expliqué tout à l'heure, et en fait pendant 3 mois j'étais dans mon pays d'origine, certes, donc c'est renoué avec nos sources. J'avais jamais vécu là-bas plus de 3 jours chez mes grands-parents, quoi. Donc finalement c'était quand même un énorme pas pour moi personnellement aussi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est vraiment un pays qui correspond à mes attentes entrepreneuriales, dans le sens où c'est carrément normal de faire des projets. Tout le monde nous pousse à les faire, et c'est pas est-ce que t'es vraiment sûr, voilà, c'est ça. Enfin, tu vois, en fait, on voit pas le risque, on voit ça comme une opportunité, alors qu'en France, on se dit toujours non, il faut d'abord faire des analyses de marché, des trucs assez compliqué qui décourage tout de suite, parce qu'on met tout de suite là un mur devant nous. Oui, le français va très souvent assimiler l'entrepreneuriat à l'argent, à cette réussite financière et à cette prise de risque aussi financière. Alors évidemment, c'est toujours plus intéressant d'investir beaucoup d'argent, donc tu prends le risque d'investir pour gagner plus. Dans les autres pays, la notion d'entrepreneuriat, elle est en fait sur du long terme, elle passe d'abord sur un personal branding, finalement, ce fameux terme que je vois tant sur LinkedIn, le personal branding, et ensuite
la conceptualisation de ton projet, tu vois. Donc finalement, quand tu vas dire à un entrepreneur américain que tu vas te lancer sur un projet, il va pas essayer de te freiner parce que il a d'abord conscience que tu dois faire un travail sur toi-même et ensuite il sera à même de te donner des conseils ou de te dire bon là d'un point de vue du business tu pars à côté, tu pars à droite ou à gauche, tu vois. Je travaille actuellement avec une entreprise aux États-Unis à New York dans le domaine du cosmétique et du bio, tu vois. Dès le départ, quand je lui ai proposé de travailler avec moi, elle a saisi l'opportunité. Je trouve qu'en France, on a beaucoup de frileux, de personnes qui ne sont pas capables de saisir l'opportunité qu'on leur donne par peur de l'échec. Mais après tout, l'échec, c'est quoi? T'as la question. Je pense qu'on n'aura jamais... Tout est une question de temporalité dans la vie. Oui, l'échec, tu vas le manger, tu vas le subir. T'en as qui ont peur aussi d'être humiliés. On a cette notion d'ego quand tu es entrepreneur, tu vois. T'as un ego qui s'installe et t'as peur de l'échec pour ça, essentiellement. Oui, c'est le regard des autres. C'est le regard des autres, tu vois. Dès lors où tu arrives à te détacher de ça, comme le font les anglo-saxons, les indiens, les asiatiques, cette crainte de l'échec, eh bien, t'y arrives finalement. Oui, mais c'est intéressant ce que tu dis sur les opportunités, parce que c'est marrant, parce que dans mon groupe d'amis, un jour, on a eu la discussion de « Mais Manon, comment tu fais pour avoir autant d'opportunités ? T'as tout le temps des personnes qui t'appellent pour X ou telle raison. » On me dit souvent ça aussi. Comment tu fais pour juste avoir du travail sans qu'on te le demande, quoi. Sans que moi, je vais vers les gens. Et en fait, je leur dis, mais il faut juste ouvrir les yeux parce que des opportunités, il y en a partout. Vraiment partout. Rien qu'à l'école, en fait, on peut se dire que à l'école, voilà, on est assis sur une chaise en train d'écouter quelqu'un, sauf que la personne, c'est une opportunité en soi. Moi, c'est ce que je dis toujours à mes amis qui souhaitent entreprendre mais qui ne savent pas comment faire, par quoi commencer. Je leur dis, mais juste ouvrez les yeux autour de vous, il y a plein d'opportunités. Vous entendez parler de quelque chose, vous rebondissez dessus, même si de base ça ne vous concerne pas, peu importe, les personnes vont mal vous regarder parce que vous saisissez une perche. Bien sûr. Moi, j'aurais tendance aussi, j'aurais tendance aussi à te demander quel est ton pourquoi finalement. Pourquoi tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat? Aujourd'hui, tu sais, j'ai beaucoup d'étudiants qui viennent me voir et qui me disent moi, Betty, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, je veux faire du remote, etc. Mais quel est ton pourquoi? Attention aux jeunes entrepreneurs, l'Eldorado n'existe nulle part, la réussite se construit. Elle s'épargne, elle s'alimente et elle se capitalise après surtout, tu vois ce que je veux dire? Donc, se lancer dans l'entrepreneuriat pour créer des sites internet, oui, mais quel est ton concept en fait? En France, moi, ce qui m'a aussi beaucoup blessée dans ma vie, c'est cette façon de vivre cet effet miroir, tu vois. L'autre, la personne, ton récepteur, en fait, dès lors où toi, tu vas commencer à t'épanouir, ne serait-ce que ça, hein, attention, t'épanouir, te développer professionnellement et financièrement, tu as cet effet miroir qui fait qu'on va forcément te rappeler un moment d'où tu viens. Tu comprends? Par jalousie, attention, ça c'est un gros mot en France, il ne faut surtout pas parler de jalousie. Jalousie de quoi? Bah oui, jalousie de ça. Par jalousie, par aussi cet ego qui revient, mais de l'autre côté. Pourquoi elle a réussi et pas moi, tu vois? On a souvent cette phrase-là, ou si tu peux le faire, moi aussi je peux le faire. Des phrases qui peuvent paraître très très classiques au demeurant, mais qui ont tout leur sens aussi, tu comprends? Donc parler d'argent, c'est comme parler de politique à table quand tu arrives à mon âge. C'est quasi impossible. Comment t'as fait pour gagner tout ça? Comment t'as fait pour... etc. Je dis pas que je suis Crésus, attention, hein. Mais aujourd'hui, j'ai une qualité de vie qui me permet de me dire que, par rapport à ce que j'ai vécu, je suis contente. C'est agréable, tu vois. C'est tout à ton honneur, bravo. C'est génial. Donc, mais la mentalité française ne me permet pas de l'exprimer en fait, parce que tu peux tout de suite passer comme prétentieuse, comme voilà, il y a forcément un loup. Hein. Attention, hein, Betty elle a réussi. Oula, tu vois. Mais ça je le vois très bien avec mes parents aussi.
du coup, qui sont néerlandais. Les De deux, souche, hein. les deux sont néerlandais de pure souche et sont venus en France pour acheter une exploitation agricole. Ah oui. Et en fait, de là d'où on vient, en Normandie, bon voilà, c'est assez rare que des étrangers viennent Bien sûr. sur le territoire normand, on va Oui, dire. oui. C'est un On grand retrouve plateau. plus ce phénomène dans le sud de la France. Ouais. Moi, mes parents, j'en suis super fière. Je trouve qu'ils ont tout réussi. Enfin, franchement, c'est une énorme inspiration. Ah oui. Mais c'est vrai qu'on sent quand même le regard des autres de se dire, bon bah voilà, c'est des étrangers, ils ont réussi, pourquoi pas nous. Alors qu'on est là depuis le début, tu vois. Enfin, les Français. J'ai jamais entendu ça à l'extérieur. Que ce soit dans mes voyages au Brésil, je vous en parle de temps en temps, ce sont des voyages qui m'ont marqué personnellement, là pour le coup. Aux États-Unis aussi, quand j'écoutais autour de moi ce qui se passait, en Angleterre également, parce que j'ai la chance d'avoir une très bonne amie, enfin ma meilleure amie d'ailleurs, hein, qui vit en Angleterre, et donc on a, de par ses connaissances, j'ai aussi côtoyé des entrepreneurs ou bien des maintenant hommes d'affaires, dira-t-on, qui étaient chez Goldman Sachs ou autre. Et tu vois, cette vision des choses, je la retrouve absolument pas ailleurs, quoi. Pour le coup, là, c'est très, très culturel. Hein. Et c'est ancré. C'est ancré. Malheureusement, oui. Donc, j'arrive à me détacher de tout ça. Finalement, j'arrive à me détacher avec les années du regard des autres tout court. Tu comprends ? Donc, bon. Et qu'est-ce que tu dirais justement à des personnes qui souhaitent entreprendre, jeunes ou pas, et qui ont peur justement de ce regard des autres, de cette différence de culture. La semaine dernière encore, je parlais avec quelqu'un qui me disait, bah oui, vous c'est normal, vous entreprenez parce que vous venez de milieux sociaux un peu plus aisés, et forcément tout vous est dû, forcément que ça va marcher. Donc je suis pas du tout d'accord avec ça. Comment est-ce que tu vois ça ? Quels seraient tes conseils pour des personnes justement qui viennent de milieux sociaux un peu plus populaires et qui souhaitent se lancer mais qui ne savent pas comment faire ? Alors, je te demande juste 2 secondes parce que j'avais noté une pensée intéressante à ce niveau-là. Ouais. En gros, il faut faire face à la négativité. C'est ce que je voulais te dire. Tu dois absolument faire face à la négativité quand tu viens d'un milieu comme le mien pour réussir. On peut retrouver toutes ces phrases déjà toutes faites sur la négativité, l'idée d'avoir confiance en soi et tout, mais j'ai jamais entendu quelqu'un me dire tu vas devoir faire face à la négativité des gens autour de toi, tu vois, à la méchanceté aussi des gens autour de toi. Quand tu te lances jeune en qualité d'entrepreneur, tes seuls amis, finalement, ton seul booster sera ta famille, ton premier cercle. D'accord. Et 3e conseil, c'est savoir être seul, savoir vivre en solitaire. Ça, c'est un aspect qu'on met de côté, parce qu'on nous dit souvent que pour être entrepreneur, il faut travailler avec les autres. Oui, ça, je le conçois. La solitude de l'entrepreneur, elle est bénéfique, surtout au début. Parce que quand tu es jeune, on vous met plein de choses dans la tête finalement. Et c'est pour ça que quand je vous retrouve en cours, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Je sais pas. En 3e année, je sais toujours pas. En 4e année, je ne sais toujours pas. Tu vois ? Ouais, c'est compliqué, hein. Si tu arrives dès le départ à t'entourer des bonnes personnes qui savent t'orienter, qui savent aussi te faire pleurer, eh bien ça t'aidera. Tu vois ? On dit souvent qu'il faut écouter la personne qui te fait pleurer, que la personne qui te fait rire finalement. C'est un adage qui peut paraître un petit peu bizarre comme ça, mais avec les années qui passent, j'ai compris ce qu'on voulait me dire. Moi, ça a été mon erreur d'avoir très jeune j'ai toujours été très entourée, moi. Je pense que tu avais compris que je peux rassembler autour de moi beaucoup de monde, mais ce sont des personnes qui m'ont pas forcément apporté professionnellement parlant, tu vois. Dès lors où une personne a commencé à me dire... exemple tout bête, hein, j'aime pas la couleur de la charte graphique que tu m'as proposée. Enfin, j'ai été vexée, tu vois, j'ai pleuré. Et j'ai eu envie de me surpasser. Tu vois. En cours, on nous apprend ce que c'est une charte graphique. Mais est-ce qu'on nous apprend sincèrement comment s'adapter à la charte graphique de ton client ? Tu vois, c'est ça. Donc, ces 3 conseils-là sont primordiaux pour démarrer dans l'entrepreneuriat. T'es pas obligé d'être riche, t'es pas obligé d'avoir un matériel incroyable pour débuter, mais tu dois être entouré des bonnes personnes, prendre conscience que la négativité, tu vas te la prendre en pleine gueule dès le départ. Et c'est aussi de comprendre ce que ça représente la liberté, hein.
C'est bien beau d'être libre financièrement et tout ça, mais à quel prix, quoi? Au prix de ne pas avoir de vacances. Moi, j'en ai très peu des vacances maintenant. Parce que dans ton boulot d'entrepreneur, ça aussi, c'est un petit peu caché, hein, sous le tapis. Mais tu as l'alimentaire, tu as le plaisir et tu as la formation. Et tu as ta vie de famille. Moi, je suis maman. Donc, comment toi, tu fais pour gérer tout ça? Et tes parents ont été face à cette difficulté, je pense, encore plus forte parce qu'ils ont des métiers de terrain extérieur. Donc... Bah, c'est sûr que c'est pas facile. Enfin, c'est toute une organisation et c'est des contraintes aussi, énormément. Se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est vrai qu'on prône toujours le positif, ce que ça permet de nous faire faire, etc., de nous faire vivre. Mais on parle pas beaucoup vraiment des revers en fait, de l'entrepreneuriat. Parce qu'il y en a beaucoup. Même en étant jeune, hein, moi je le vois déjà, évidemment c'est un plaisir, mais c'est quand même beaucoup de contraintes, c'est un sacré agenda aussi. Je parlerais plutôt aussi, de sacrifice te concernant. Warning, hein, trigger warning comme on dit, l'entrepreneur qui vient me voir et qui me dit « Ouah Betty, moi je veux être DA ». Ok, c'est bien, tu veux être DA, mais t'as compris ton pourquoi, t'as un concept, t'as quelque chose de plus à me proposer. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un petit audio sur Bastiat, tu vois. Cette définition du DA, il faut que tu l'aies assimilée dès le départ. La direction artistique, elle ne s'improvise pas, elle ne se copie pas. Attention, tu vois. L'entrepreneur ne doit pas copier, il doit être copié. C'est différent, tu comprends? C'est une belle citation, ça. C'est pas de moi. Je m'en inspire, mais je l'ai refaite à ma sauce, mais c'est ça, en gros, tu vois. L'idée, c'est que dès lors où toi t'es copié, c'est que ça va. Tu vois, malheureusement, on a un profil aujourd'hui d'étudiants avec l'intelligence artificielle, avec tous les moyens qu'on leur propose, qui ne vont pas dans ce sens-là. Et c'est ça qui me fait peur, en fait, tu vois. Mais c'est hyper intéressant, la notion de l'entrepreneur ne doit pas copier, mais doit être copié. Parce que beaucoup commencent justement avec... plein d'idées en tête et des idées qui viennent pas forcément d'eux aussi. Il y en a forcément, c'est vraiment d'eux. Mais il y en a beaucoup qui se disent je vais lancer un truc, je vais faire ça. En fait, il n'y a aucun point de différenciation. Et finalement, ça ne marche pas. Début des années 2000, quand j'ai commencé, on n'avait pas d'outils qui nous permettaient de copier à ce point, si tu veux, de plagier, de copier à ce point. Donc, on avait cette envie de conceptualiser, d'intellectualiser, d'ailleurs en cours, on n'a pas les mêmes classes maintenant. Avant, on était vraiment dans des classes d'érudits, de personnes lettrées, alors qu'il y avait une notion de la communication encore très intellectuelle, et ça, on le perd. Et c'est comme ça aussi, tu vois, la créativité dans nos métiers de communicante, qu'elle soit visuelle ou bien intellectuelle, elle doit passer par la contrainte. Et c'est ça qu'on retrouve plus chez vous. Cette contrainte de lire, de s'informer, d'être en veille constante, non. Elle n'y est plus parce que ChatGPT est passé par là, parce qu'on a des outils qui nous permettent, Canva, on a des outils qui nous permettent aujourd'hui de contrer ce travail, en fait, de fond, ce travail de fond. T'as peur de la génération qui vient ? Un petit peu, en ce sens-là. Au niveau entrepreneurial aussi, ou est-ce que tu penses Oui, parce que finalement, on n'aura que des robots qui font tous la même chose, quoi. C'est ce qui me fait peur, tu vois. Le concept, il passe par l'étude. L'étude de marché, le questionnaire, le sondage. Tu ne peux pas créer un projet sans passer par là. C'est très rare l'étudiant qui va avoir cette démarche au départ, tu vois. Tu vois, moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Ok, dis-moi. Sur le fait de passer par des méthodes très théoriques pour lancer un projet. Moi, je suis pas du tout d'accord. Parce que, en fait, moi, j'ai toujours fait plein de projets. J'ai jamais fait d'études de marché pour mes propres projets. J'en ai pas fait non plus 36 000. Là, je parle vraiment de ton projet d'entrepreneuriat. Tu dois l'étudier, tu dois pourquoi ? À qui t'adresses-tu aujourd'hui ? Dans ton projet, toi, dans ton projet de podcasteuse, là, actuellement, à qui t'adresses-tu ? Bon, c'est une question rhétorique parce que j'ai déjà la réponse, mais sincèrement, si tu devais parler de ton cœur de cible, quel serait-il en fait, tu vois ? C'est ça. C'est en passant déjà, ne serait-ce que par cette conscientisation, cette réflexion un peu plus poussée que la fiche persona qu'on vous propose de faire en cours. C'est ça. Ça change les choses, tu vois. En fait, c'est assez marrant parce que
tous nos profs à l'école nous le disent, voilà, il faut faire ça, 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 c'est les différentes étapes de création d'un projet. Et en fait, moi, je les ai toujours faites sans le savoir et sans l'écrire surtout. Oui, voilà. C'est pour ça que je te dis que, en fait, moi, j'ai jamais fait ça parce que je me suis jamais posée devant mon ordinateur en disant, ok, il faut que je fasse ça, ça, ça pour créer mon projet. En fait, c'est toujours fait hyper au feeling. Je te rassure, quand j'étais jeune aussi, pareil. Voilà. Ça fait pas, dans mon travail, j'ai dû le faire de temps en temps. Mais on est des spontanés de la communication aussi. Ça, ouais. Donc dès lors où on a un brief et qu'on nous propose de faire quelque chose, on est presque déjà à la créa, donc tu vois ce que je veux dire. Très rapidement. Non, là je parle vraiment d'une méthodologie, tu vois, réflexive dès le départ, qui te permet de dire, ouais, peut-être qu'il faut d'abord passer par ça pour réussir à satisfaire mon client. Mais ça, j'en ai pris conscience très tard dans ma carrière. Tu vois, parce qu'au début, moi, j'étais un cheval ardent. Je proposais beaucoup. On m'a beaucoup critiqué de ce fait-là. Et du coup, j'ai compris que j'allais peut-être trop vite et plus vite que la musique. Tu vois. Tout ce que j'ai appris de mes expériences en entreprise, avec mes tuteurs de stage qui étaient parfois très durs avec moi, etc., maintenant, je le donne au service de l'autre. Parce que finalement, qu'est-ce que je vais en faire de tout ça, moi ? Quand j'ai repris la formation, c'est ce que je me suis dit. On m'a appris plein de choses, personne ne me connaît, je suis personne. Mais qu'est-ce que je vais faire de tout ce que je sais aujourd'hui ? Tu vois ? Le transmettre. Le transmettre. Alors au début, tu as ce syndrome de l'imposteur. Oui. Je peux tomber sur des manons qui me remettent en question aussi, mais c'est très bien, justement. et qu'est-ce que je fais de tout ça ? Tu vois ? Et la formation est une passerelle, pour moi, indispensable dans ton entrepreneuriat. Formation adulte ou étudiant. Tu dois passer par cette étape aussi. Je pense. Moi, c'est un avis personnel. Ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que ça trotte dans la tête. Quand on est jeune et entrepreneur, bon, après, je parle un peu pour moi, mais pour des amis aussi, quand on a cette capacité aussi de faire plein de choses en même temps. Oui, parce que d'être multipotentiel, bien sûr. C'est ça. Enfin, oui, je sais pas si c'est le mot exact, mais parfois je me dis, est-ce que c'est vraiment utile d'être là, assis, alors que je pourrais faire plein d'autres choses ? Et bon, mes parents me remettent vite à ma place en me disant, bon, non. Les études sont cruciales parce que finalement, t'ouvres des portes pour un avenir tout de même plus serein. Tu vois. T'auras pas cette crainte de te dire, bon, j'ai pas le bac plus 5 pour faire ce boulot. C'est tout bête, mais quelle tranquillité de vie. Tu vois, et puis ce sont des portes qui te permettent également, toi, de te dire qu'aujourd'hui, en 2024, tu ne peux pas avoir qu'un BTS. Tu dois aller plus loin. C'est indispensable, tu vois. On est arrivé dans des métiers, dans une ère où la technicité est importante, mais encore une fois, l'image l'est plus. Un bac plus 5, c'est toujours plus valorisant qu'un BTS Com. Et pourtant, peut-être que le BTS Com, qui l'a fait en alternance, il a été dans une boîte de malade mental, il a été suivi par un tuteur comme moi, j'en ai eu des cracks de la communication, etc. Mais on est dans cette société d'image qui fait que... Pour finir, en gros, pour moi, l'entrepreneuriat se développe au travers de ta culture initiale, d'accord ? De l'éducation qu'on t'a donnée, mais c'est aussi le fruit de sacrifices, d'accord, pour arriver à des aspirations correctes. Faut pas non plus chercher à viser la lune quand tu es entrepreneur. C'est tout ce que je voulais dire. Faut être réaliste et avoir conscience du marché qui t'attend en tant que jeune entrepreneur aussi. Merci Betty pour cette conclusion. Merci beaucoup. Très inspirante. Merci. Et c'est vrai que la conversation était super intéressante. Je pense qu'on aurait pu parler encore des heures de tout ça. Tu me connais. Pour moi, ce fut très très enrichissant aussi. C'est un parcours initiatique finalement parce que personne s'est réellement intéressé à moi jusqu'à maintenant. C'est la première fois en 20 ans qu'on me propose une interview. C'est toujours moi qui l'ai proposé. Donc, d'un point de vue thérapeutique, c'est intéressant aussi. Donc, merci beaucoup. Et j'espère que ton podcast ira très loin. Merci. C'est une entreprise qui démarre, mais c'est une entreprise qui démarre dans le bon sens, moi, je trouve. T'es monté dans le bon train.
Ça, c'est marrant que tu dises le train, parce que je rebondis juste là-dessus, Ouais. et après, promis, c'est fini. Mais mon père me dit tout le temps que, en fait, les opportunités, c'est comme un train qui passe, il faut juste savoir monter à temps. Donc, Voilà. on va s'arrêter là. Une bonne conclusion. Merci beaucoup.